Gaël Giraud, je suis l'ancien économiste en chef de l'Agence française de développement. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis prêtre jésuite et je viens de soutenir une thèse de théologie. Le sujet, c'était composer un monde en commun et le sous-titre, c'était une théologie politique de l'Anthropocène. La situation devient tellement catastrophique que les banques ont un pouvoir de chantage sur les autorités publiques pour dire ne nous cherchez pas des poux dans la tête puisqu'on va très très mal, qui devient colossal. Une banque comme BNP Paribas a un bilan dont la taille est du même ordre de grandeur que le PIB de la France. Donc si demain matin BNP Paribas faisait faillite, l'État français serait incapable d'honorer la loi européenne qui fait obligation à l'État de garantir tous les comptes de dépôt jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Si nos banques essuient un cataclysme de même envergure que celui de 2008, une partie d'entre elles sera en faillite demain matin. La BCE va tout faire pour que la crise de solvabilité fondamentale de nos banques ne se traduise pas en une crise de liquidité, dont on va continuer d'arroser à coups de milliers de milliards, à mon avis, nos banques, de manière qu'elles ne fassent pas faillite. À taux négatif. À taux négatif. Donc ça veut dire que nos banques sont payées par la BCE pour emprunter à la BCE. Elles ne reportent pas ça du tout sur leurs clients, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas leurs clients pour que les clients leur empruntent. Donc évidemment, elles se font des marges colossales puisqu'elles sont payées pour emprunter avec de l'argent qui vont leur permettre de créer de la monnaie pour prêter à leurs clients à taux positif. Solution dans cette affaire, et en faisant ça, on fait d'une pierre 15 coups, c'est un plan de reconstruction écologique de l'économie française, financé, pas par de la dette, mais financé par la création monétaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est si on veut que l'économie française soit résiliente à l'impact du dérèglement climatique dans les années qui viennent. Et contrairement à ce que croient certains aujourd'hui, la France ne sera pas du tout épargnée par l'impact du dérèglement climatique. La montée du niveau de la mer, on a des scénarios maintenant de plus de mètres à la fin du siècle. Ça veut dire une destruction d'une bonne partie du littoral français. Donc si on veut éviter ça, il faut un plan de reconstruction écologique du pays qui coûte de l'argent, mais qu'il ne faut pas financer par de la dette, qu'il faut financer par la création monétaire, ou bien, alternative très intéressante à mon avis, mais qui revient à peu près au même, par l'annulation de la dette publique au bilan de la Banque Centrale Européenne. Donc l'idée est la suivante. La Banque Centrale Européenne, depuis au moins 2009, et en fait de manière systématique depuis 2015, rachète des titres de dette publique auprès des banques privées. Donc comment ça se passe? Vous avez une adjudication du Trésor, l'État émet de la dette publique, une banque, par exemple BNP Paribas, achète ces titres de dette publique et les titrise, c'est-à-dire les transforme en un actif financier qu'on peut échanger sur les marchés financiers et les revend immédiatement à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que la BCE s'est engagée à le faire, moyennant une petite commission. De sorte que la BCE possède à son bilan aujourd'hui l'équivalent de 2200 milliards d'euros de dette publique de pays de la zone euro. Et pour la France, c'est 420 milliards. Donc ce n'est pas des petites sommes. Donc ma proposition, mais c'est la proposition qui est défendue par l'Institut Rousseau, Nicolas Dufresne, Alain Grandjean a pris position en faveur de cette idée-là, Jésabel Coupé-Soubeyran, Laurence Cialom, etc. Notre proposition, c'est de dire, écoutez, la seule banque qui peut aujourd'hui accuser le coup de faire des grosses pertes sur son bilan, c'est la Banque Centrale Européenne, ce sont les banques centrales, tout simplement parce qu'une banque centrale peut créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Ce qu'une banque de second rang, une banque privée, ne peut pas faire. Donc vous savez qu'une banque privée crée de la monnaie tous les jours. Quand elle accorde un crédit, elle crée de la monnaie. En revanche, elle est obligée de créer de la monnaie statutairement pour un client extérieur à elle-même. Elle ne peut pas créer de la monnaie pour se sauver elle-même. Elle ne peut pas être à elle-même son propre client. Imprimer. Elle ne peut pas imprimer pour se sauver. C'est la raison pour laquelle il y a des banques qui font faillite. Monter des Paschi di Siena, etc. En revanche, la Banque centrale, elle peut le faire. Et donc il y a un rapport de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales à Bâle, qui réexplique à ceux qui n'auraient pas compris qu'une banque centrale a le droit de créer de la monnaie pour se recapitaliser elle-même. Autrement dit, le scénario est le suivant. Aujourd'hui, la BCE a 2200 milliards de dette publique de la zone euro dans son bilan. Elle accepte l'annulation de cette dette, donc le non-remboursement de cette dette. Elle fait une perte de 2200 milliards. Aujourd'hui, ses fonds propres, c'est 10 milliards d'euros. Donc c'est ridicule, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas croire une demi-seconde que la stabilité et la fiabilité de l'euro dépendent des fonds propres de la BCE. Pour une zone dont le PIB est de 14 000 milliards, ce n'est pas les 10 milliards de fonds propres de la BCE qui garantissent la fiabilité de l'euro. Elle fait une perte de 2200 milliards sur son bilan. Donc elle a des fonds propres qui font moins 2190 milliards d'euros. Et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée, c'est une pure opération d'écriture qui ne coûte rien à personne, zéro à qui que ce soit. Elle crée la quantité qui va bien pour se recapitaliser elle-même et de nouveau avoir, admettons, 10 milliards d'euros de fonds propres. Donc je réexplique un tout petit peu. Le système monétaire, dans un pays comme la France, il est construit à deux niveaux.
Imaginez que vous avez le mont Olympe. En haut du mont Olympe, vous avez Zeus. Zeus, c'est la BCE. Et puis en bas du mont Olympe, vous avez les dieux. Les dieux, ce sont les banques. Et puis vous avez le reste de la plaine de la Grèce antique. Ça, c'est vous et moi. Atlas et Axis, c'est ça? Voilà, par exemple. Alors, les dieux et Zeus, qui est le dieu des dieux, échangent entre eux avec une monnaie que ni vous ni moi n'avons jamais vue, qui s'appelle la monnaie banque centrale. Cette monnaie n'arrive jamais dans l'économie réelle. Donc elle n'arrivera jamais dans votre poche, elle n'arrivera jamais dans votre compte bancaire. Elle est piégée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire et elle sert à réguler les transactions entre les banques et avec la Banque Centrale Européenne. Donc lorsqu'on dit la Banque Centrale Européenne imprime des milliers de milliards, en fait c'est l'argent en monnaie banque centrale que crée la Banque Centrale Européenne. Ça ne lui coûte rien, c'est une pure opération d'écriture. Il faut un peu d'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur. Et puis il faut payer quelqu'un qui tape sur un clavier. Mais c'est tout. Cet argent-là autorise les banques, donc les dieux du mont Olympe, à discuter avec les humbles mortels que nous sommes, qui nous n'avons pas le pouvoir de création monétaire, via par exemple de la création monétaire pour accorder un crédit. Donc lorsque je vais voir mon banquier et que je lui demande un emprunt pour acheter par exemple un appartement, et ce qui fait que je vais devoir bosser dur toute ma vie pour rembourser mon emprunt, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas voir dans les sous-sols de la banque s'il a suffisamment de billets de banque pour me prêter. Il va regarder si je suis solvable et si c'est intéressant pour lui de créer de la monnaie ex nihilo pour moi. Ça ne lui coûte rien. Et s'il me dit non, il dit non, ma bonne dame, je ne peux pas vous prêter parce que vous savez, les temps sont durs, la monnaie, on ne trouve pas ça sous le pas d'un cheval, etc. En fait, il me raconte des salades. Tout ce qu'il veut me dire, c'est qu'il ne veut pas me prêter parce que je ne suis pas un client intéressant pour lui. Soit qu'il estime que je ne sois pas solvable, soit qu'il estime que pour que je sois solvable, il va être obligé de me prêter à un taux d'intérêt qui ne l'intéresse pas. Une banque, c'est une institution financière qui a reçu du roi le droit régalien de frapper monnaie, et donc qui peut créer de la monnaie. Alors, une fois qu'on a compris ça... On n'a plus droit et que maintenant on est avec l'euro, c'est ça? Pardon? Qu'on n'a plus droit et qu'on est maintenant avec l'euro. Voilà, exactement. Le traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a supprimé des mains de l'État le pouvoir de création monétaire, qui était le droit régalien de frapper monnaie, pour le confier de manière exclusive à la Banque Centrale Européenne du côté public. Donc du côté de la sphère publique, il ne reste plus qu'un seul acteur qui a le droit de frapper monnaie, c'est la BCE, qui est réputée indépendante à l'égard des États. Et puis du côté de la sphère privée, il ne reste plus que les banques privées qui peuvent créer de la monnaie. De sorte que les citoyens, vous et moi, on a été expropriés du pouvoir souverain de contrôle de la monnaie. Qu'on ait la perspective d'avoir de nouveau des gilets jaunes, voire des gilets rouges, comme il y a eu en Tunisie, ou des gilets violets, ça me semble assez clair, au sens où, disons, la situation économique va certainement être très très dégradée dans les mois qui viennent. Donc vous connaissez les chiffres, on va se prendre au moins 1 million de chômeurs en plus, on va se prendre au moins 10% du PIB en moins, et une dette publique qui va probablement très, très certainement être supérieure à 120% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série d'indicateurs macroéconomiques qui vont être très très dégradés. Là-dessus, il faut ajouter effectivement, disons, le dérèglement climatique et écologique qui continue de saper progressivement les écosystèmes naturels qui nous font vivre, à commencer par le littoral français, le manque d'eau en milieu rural français. Vous savez qu'il y a des projections qui ont été faites par WRI, qui est un grand think tank à Washington, the World Resources Institute, qui montre qu'on pourrait manquer au moins de 40% d'accès à l'eau potable en France en 2040. 2040, c'est quand même juste après-demain. Donc ces questions-là vont en plus continuer de saper les écosystèmes naturels qui nous font vivre. Là-dessus, pour continuer de se faire peur, il faut ajouter la perspective possible d'un krach financier, qui n'est pas du tout exclu. Donc on est aujourd'hui au sommet d'une bulle financière absolument gigantesque, beaucoup plus grande que celle de 2008, qui a été essentiellement alimentée ces dernières années par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales, qui ne savent pas quoi faire parce qu'elles se disent si j'arrête le robinet, la bulle explose. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui sont surendettés, qui se sont endettés pour pouvoir profiter de la hausse du prix des actifs financiers, et qui, si on arrête la manne monétaire qui inonde aujourd'hui les marchés interbancaires, donc pas nos comptes en banque à nous, mais les marchés interbancaires, donc la partie supérieure de l'Olympe dont je parlais tout à l'heure, si on arrête cette manne monétaire-là, ces investisseurs-là ne peuvent plus rembourser leurs dettes, et donc sont obligés de vendre leurs actifs financiers pour rembourser leurs dettes. S'ils vendent leurs actifs financiers, le cours des actifs s'effondre et on a un krach financier. De certaine manière, on peut avoir la tempête parfaite, c'est-à-dire l'accumulation de tous ces chocs externes. Ouais, voilà. On est capable de se ressaisir. La Convention citoyenne, à mon avis, l'a de nouveau démontré, c'est-à-dire qu'il y a une conscience très très vive, à mon avis, au sein de la population française,
de la gravité de la situation, y compris la gravité de la situation écologique. Les derniers à comprendre, c'est la petite élite, le 1% dans le tiers éduqué supérieur, qui vit en centre-ville, qui n'a aucune idée de ce que vivent les autres Français, et qui ne comprend pas qu'on manque d'eau, par exemple, en milieu rural français, par exemple, au milieu de la Creuse. Donc, si on se ressaisit, si on met, par exemple, on annule la dette publique détenue par la BCE, au bilan de la BCE. On met en place aussi, par exemple, c'est un autre procédé dont je n'ai pas parlé, mais qui est défendu, à mon avis, à juste titre par Alain Grandjean et Nicolas Dufresne dans leur bouquin sur la monnaie écologique. On met en place de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir de création monétaire de la BCE pour financer, non pas par de la dette, mais de la monnaie libre, de la monnaie que personne ne remboursera, de la monnaie active et non pas de la monnaie dette, un grand plan d'investissement vert en France. Rénovation thermique des bâtiments, mobilité verte, réaménagement du territoire, le train, l'industrie verte, donc une industrie low-tech. Donc je peux détailler tout ça, mais tout ça, ce sont des chantiers qui vont nous occuper pendant des décennies, qui sont extraordinairement créateurs d'emplois, qui diminuent notre dépendance au pétrole, et puis également au gaz. Donc si on met ça en place, on est capable de se ressaisir. Et on est capable également d'avoir une vertu d'exemplarité vis-à-vis du reste de la planète, parce que je peux vous dire, c'est aussi mon expérience à l'Agence française de développement, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce que fait la France. On est capable en France de mettre en place un vrai nouveau projet de société de décarbonation de notre économie. Donc juste pour terminer, est-ce qu'il faut faire de la relance verte et est-ce qu'il faut croire en la croissance verte? Ma réponse est non. Mais de toutes les manières, le sujet c'est même plus celui-là, puisque vouloir faire de la croissance du PIB ne devrait pas être un objectif de politique publique en France aujourd'hui. Le PIB est un très mauvais indicateur de tout ce que vous cherchez. Si je fais un accident sur l'autoroute, j'augmente le PIB. Si je pollue une rivière, j'augmente le PIB, etc. L'augmentation du PIB ne garantit plus aujourd'hui la création d'emplois. Malheureusement, depuis les années 90, on est capable de faire de la croissance et de l'augmentation du PIB sans augmenter l'emploi. Donc, l'impératif social aujourd'hui, c'est de créer des emplois. On va perdre 1 million d'emplois supplémentaires cette année. Donc la grande préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est de retrouver un job, et de retrouver un job qui ait du sens, et pas un bullshit job au sens du regretté David Graeber. Or, le gouvernement va nous dire, eh bien, pour créer des emplois, moi j'augmente le PIB, et donc je fais de la croissance verte, et donc je suis un écolo humaniste. Et là, le raisonnement est faux. C'est-à-dire que pour créer des emplois, on n'a pas besoin de se donner comme indicateur le PIB, on peut se donner simplement la création d'emplois telle qu'elle.